Métabolisme des protides. Pour ce cours sur le métabolisme des protéines, donc nous allons voir dans un premier temps les généralités. Après, donc, on va voir la synthèse protéique. Ensuite, la protéolyse et le catabolisme oxydatif des acides aminés, c'est-à-dire le catabolisme protéique. Et après, donc, on va voir la régulation du métabolisme protéique. On va commencer par les généralités. Donc, définition et caractéristiques des protéines. Les protides sont une famille de substances composées d'acides aminés, composées aussi de peptides qui sont un enchaînement de quelques acides aminés et donc de protéines qui sont un enchaînement de nombreuses molécules d'acides aminés ou de nombreux peptides. Les protéines sont composées d'azote, de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc, en plus des autres macronutriments, c'est-à-dire les lipides et les glucides, la spécificité des protéines, c'est qu'il contient une molécule d'azote. Les protéines, on les trouve dans l'alimentation et ils peuvent être synthétisés au niveau de notre organisme. Donc, une synthèse, une origine des protéines, une origine exogène apportée par l'alimentation et une origine endogène, c'est-à-dire synthétisée au sein de notre organisme. Alors, les protides ou les protéines rentrent dans la composition de toutes les cellules et de tous les tissus. Les protéines sont des messagers de l'organisme, c'est-à-dire au sein de la cellule, c'est le cas de la protéine G qui participe au mécanisme de la transduction du signal au niveau cellulaire. Et donc, à l'extérieur de la cellule, c'est le cas des hormones. Alors, pour les propriétés des protéines, ce sont des macromolécules essentielles à la vie. Donc, des macromolécules, c'est-à-dire de grosses molécules. Ils sont synthétisés à partir de 20 acides aminés. Ils sont sous forme de séquences d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Ils sont synthétisés grâce à un contrôle génétique de chaque séquence spécifique. L'azote et leurs constituants caractéristiques. Ils sont caractérisés aussi par un renouvellement perpétuel, c'est-à-dire qu'il existe un turnover protéique, c'est-à-dire des protéines qui sont en train d'être synthétisées et des protéines qui sont en train d'être détruites pour donner les acides aminés donc, nécessaires pour la synthèse protéique. Ils représentent une grande quantité, donc 10 000 protéines chez un eucaryote, et ils présentent donc une grande diversité de tailles, de structures et de fonctions. Alors, pour la diversité de structures, donc une protéine est une molécule comportant de l'azote et composée d'une séquence d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. La séquence détermine la structure primaire de la protéine et la configuration de la chaîne peptidique dans l'espace détermine les structures secondaires et tertiaires. Et l'association de plusieurs chaînes peptidiques détermine la structure quaternaire. C'est-à-dire que nous avons d'abord la formation de dipeptides et puis des oligopeptides et après des complexes qui vont former la protéine sous sa forme finale, comme exemple les enzymes et les hormones. Concernant toujours la structure, donc nous allons avoir des hétéroprotéines, c'est-à-dire que certaines protéines se lient avec d'autres substances, glucides, lipides ou un élément minéral, et ils sont appelés dans ce cas des hétéroprotéines. S'il s'agit de glucides, c'est des glucoprotéines. S'il s'agit de lipides, c'est des lipoprotéines. Et les protéines comportant un minéral ont des fonctions particulières. C'est le cas, par exemple, de l'hémoglobine qui comprend en son milieu
un atome de fer. Aussi, donc, la chlorophylle qui contient un atome de magnésium. Protéines et immunité. Les protéines très longues finissent par former des véritables replis, comme des creux et des cavités. Elles prennent alors une autre capacité, celle d'être reconnues par les systèmes de l'immunité, ou bien les cellules de l'immunité. Si ces protéines sont étrangères à l'organisme, on les appelle des antigènes. Si ces protéines appartiennent à l'organisme, ils possèdent des propriétés antigéniques vis-à-vis des autres organismes, on les appelle des anticorps. Et comme vous le voyez sur le schéma, on a donc les anticorps qui sont liés à la cellule. Donc, ce sont des substances propres à la cellule et des substances, des protéines qui proviennent donc de l'extérieur de l'organisme et ce sont donc des antigènes qui n'appartiennent pas à l'organisme. Comme exemple, nous avons les groupes sanguins. Le système sanguin ABO, une personne du groupe A, c'est-à-dire qu'il porte des antigènes grand A à la surface de ses globules rouges. Comme vous le voyez, donc quelqu'un du groupe A, ça c'est son globule rouge, il porte donc des antigènes, c'est-à-dire des protéines sur son globule rouge. Et au niveau donc de son plasma, il contient des anticorps qui ne sont pas donc des anti-A, mais des anti-B. Alors, une personne du groupe A reçoit du sang en provenance d'une personne du groupe A, il va reconnaître ces protéines B comme différentes des siennes et il va développer des anticorps qui sont elles-mêmes des protéines. Et dans ce cas-là, nous avons dans ce cas une non-compatibilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc une destruction du globule rouge parce qu'il n'y a pas de compatibilité, parce que dans le sang de quelqu'un du groupe A, il doit y avoir comme antigène anti-A et comme anticorps des anti-B. Et donc, s'il reçoit du sang d'un groupe B, donc il va y avoir il va reconnaître les antigènes de la personne du groupe B comme étant donc des personnes étrangères et il va donc développer des anticorps pour détruire les cellules, les globules rouges. Alors les protéines ont donc des motifs antigéniques qui les caractérisent et certaines d'entre elles sont des anticorps, c'est-à-dire des protéines capables d'initier des réactions de défense. Donc, si on prend comme exemple le système ABO, donc on voit que dans le sang de quelqu'un du groupe A, donc sur son globule rouge, il a des antigènes grand A et dans son plasma, il a des anticorps anti-B. Quelqu'un du groupe B, il a des antigènes grand B et des anti-A. Quelqu'un du groupe AB, donc il a des antigènes grand A et grand B, mais il n'a pas d'anticorps. Et quelqu'un du groupe O n'a pas d'antigène, mais il a des anti-A et des anti-B. Donc, comme vous devez le constater, quand quelqu'un du groupe A reçoit donc du sang du groupe B, il va y avoir une coagulation de son sang parce que il va y avoir donc une agglutination des antigènes grand A avec les anti-A. Et il va y avoir donc une agglutination, donc pas de compatibilité, il y aura au contraire une lyse cellulaire des globules rouges et par conséquent donc des problèmes très graves. Donc quelqu'un du groupe O, donc le groupe O, il est appelé donneur universel parce qu'il n'a pas d'antigène, donc il peut donner le sang à tous les autres groupes. Il n'y aura pas donc de la non-compatibilité.
Alors, on va voir maintenant le rôle des protéines. Les protéines sont des constituants fondamentaux de notre organisme, ça on l'a toujours dit et on le rappelle. Ils ont un rôle de structure des cellules, c'est-à-dire que ce sont les protéines qui forment les membranes de la cellule, le noyau, les petits organismes à l'intérieur de la cellule, etc. Rôle de structure des tissus, et en particulier le tissu conjonctif qui est formé par le collagène. Ce sont des fibres élastiques, ils sont constitués de protéines. Alors, aidant la structure moléculaire leur donne la propriété mécanique, c'est-à-dire l'élasticité du tissu conjonctif. Les protéines ont aussi un rôle de défense, ce sont des anticorps appelés également immunoglobulines. Donc, on vient de le voir. Donc, les anticorps, c'est-à-dire les cellules qui permettent la défense de notre organisme, sont des protéines. Rôle d'identification, ce sont les antigènes, on vient de le voir dans le système ABO, le système sanguin. Donc, les antigènes, ils caractérisent l'identification du sang de chaque individu. Rôle de messager, c'est le cas des hormones. Les hormones sont des protéines et donc les hormones, ce sont des messagers de notre organisme, c'est-à-dire ils permettent la communication entre les différents organes de notre organisme. Rôle de catalyseur des réactions, c'est le cas des enzymes. Rôle de maintien de la pression osmotique, ça c'est très très important parce que la pression est mesurable indirectement par la quantité de protéines dans le sang ou protéines unies. Alors, les protéines chargées de maintenir cette pression osmotique ne doivent pas donc quitter le circuit sanguin, donc ils ne doivent pas passer dans les urines. Si c'est le cas, donc c'est une pathologie et donc il faut donc remédier à ce déséquilibre, c'est-à-dire donc la pression osmotique, c'est une pression qui permet donc l'équilibre hydrique au niveau de notre organisme. Et donc toute perturbation de cette pression donc entraîne une perturbation des liquides de notre organisme. Mais on va voir ça en détail dans les diapositives qui suivent. Alors, concernant les apports alimentaires en protéines, donc les protéines sont des substances énergétiques de l'organisme. Donc un gramme de protéines apporte 4 kilocalories, soit donc 17 kJ. Cela représente donc un apport énergétique qui est donc de 12 à 15% de l'apport alimentaire. Les protéines animales sont fournies par les œufs. Donc les œufs, ils contiennent donc les protéines surtout au niveau du blanc d'œuf qui est formé d'albumine. La viande, le poisson, les produits laitiers, donc tout ceci donc contient des protéines. Donc, et les protéines animales, ils représentent un équilibre d'apport idéal en acides aminés, c'est-à-dire qu'ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. Les protéines végétales, le cas de protéines au niveau des végétaux, c'est-à-dire dans le soja, dans les légumineuses, pois, petits pois, pois chiches, haricots secs, etc. Les protéines donc dans les céréales, dans le blé, dans l'avoine et autres, donc ont une moins bonne digestibilité et constituent un moindre apport alimentaire, c'est-à-dire la qualité des protéines végétales donc n'est pas égale à celle donc des protéines animales. Et d'ailleurs, les végétariens
qui ne mangent donc, et surtout ceux qui ne mangent ni œufs ni poissons sont des végétaliens, c'est-à-dire des végétariens purs. Ils s'exposent à des carences alimentaires, surtout en acides aminés, lysine et méthionine en particulier, et en vitamines. Alors, une alimentation équilibrée doit donc comporter moitié des protéines animales et moitié des protéines végétales. La digestion et l'absorption intestinale des protéines. Les protéines absorbées dans l'alimentation sont d'abord dégradées dans les intestins par les enzymes protéolytiques. Ces enzymes protéolytiques sont la pepsine et la trypsine. En arrivant dans l'intestin, la plupart des protéines ont été cassées en petits acides aminés. Les acides aminés, ainsi que certains petits peptides très courts, sont absorbés par la muqueuse intestinale et passent dans le sang pour rejoindre le foie par la veine porte hépatique. Le transport des protéines, il se fait dans le sang. L'une des principales protéines du transport est l'albumine. Elle participe de façon importante au maintien de la pression oncotique et elle sert au transport de nombreuses substances comme les hormones liposolubles, le calcium, les acides gras, les électrolytes et les médicaments. Alors, le taux de protéines dans le sang s'appelle protéinémie. Les autres protéines sont décelables par électrophorèse des protides. Ce sont les alpha-globulines, les bêta-globulines, les gamma-globulines. Ils sont également transportés par le sang. Aucune de ces protéines ne passe dans les urines. Si c'est le cas, il s'agit d'une anomalie donc qu'on appelle une albuminurie en ce qui concerne l'albumine et d'une protéinurie lorsqu'il s'agit d'un ensemble non distinct de protéines. Alors la protéinémie, c'est le taux de protéines dans le sang. Ce taux doit être compris entre 60 et 80 grammes par litre. En dessous, c'est une hypoprotéinémie et en dessus, c'est une hyperprotéinémie. L'excès d'albumine s'appelle une hyperalbuminémie. Et donc, en général, une hyperprotéinémie a pour cause, par exemple, le diabète insipide. Qu'est-ce que c'est que le diabète insipide? C'est une maladie génétique, c'est un diabète d'origine génétique qui est caractérisé donc par qui est caractérisé par une déficience génétique en ADH, c'est-à-dire en hormones antidiurétiques, et par conséquent, les gens ou bien les animaux qui ont ce diabète insipide ne peuvent pas retenir les urines, donc ils perdent beaucoup d'eau. Et donc, le fait qu'ils perdent d'eau, donc ça leur fait une déshydratation. Et qui dit déshydratation dit une concentration donc des protéines de sang et donc une hyperprotéinémie. La même chose dans le cas des diarrhées et des vomissements, donc ça provoque donc des déshydratations majeures et par conséquent une augmentation de la concentration des protéines de sang. Et aussi les maladies qui produisent un excès de protéines anormales, en particulier donc les dysglobulinémies, et les maladies comme l'hypothyroïdie, etc. Donc tout ceci, ça provoque une synthèse ou bien une fabrication accrue de protéines qui fait que les protéines augmentent dans le sang. Et dans le cas contraire, donc nous avons une hypoprotéinémie. L'hypoprotéinémie provoque des troubles de l'équilibre hydrique de l'organisme car les protéines sont chargées de maintenir la pression oncotique dans le sang. Elle provoque donc des œdèmes, soit au niveau des jambes, le cas du syndrome néphrotique, soit au niveau du ventre, maladie du foie. Lorsque la chute de protéines dans le sang est liée à une fuite de protéines dans les urines, une protéinurie, les causes sont soit les hépatites graves, donc c'est-à-dire que le foie est malade et donc il ne peut pas synthétiser les protéines.
les cirrhoses qui aboutissent à une incapacité du foie à renouveler le stock de protéines, le syndrome néphrotique, c'est-à-dire que le rein n'arrive pas à retenir donc les protéines et les protéines ils passent dans les urines et ça provoque une baisse de la protéinémie. Les brûlures massives qui provoquent une perméabilité des vaisseaux et fuite des protéines, les hémorragies très importantes, perte des protéines du sang, les malnutritions sévères, c'est-à-dire un apport nutritionnel en protéines bas. Alors, le renouvellement protéique, malgré que les protéines ont des structures et fonctions très variables, ils ont toutes en commun une propriété, leur renouvellement permanent, schématisé sur la figure. Alors, comme vous voyez, nous avons un pool de protéines. Ce sont un pool d'acides aminés. Et à partir donc de ce pool d'acides aminés, il va y avoir synthèse de protéines. Alors, ce pool de protéines, il est de l'ordre de 70 grammes dans les conditions physiologiques. Ce pool, il est alimenté soit par les apports nutritionnels, soit par la synthèse endogène au niveau de notre organisme. Et donc, ça constitue les protéines intracellulaires et extracellulaires. Et bien sûr, les protéines intracellulaires, ce sont les protéines donc, qui participent, les acides aminés donc, intracellulaires sont ceux qui participent à la synthèse des protéines. Et donc, une fois les protéines sont synthétisées, ils vont être c'est-à-dire que la synthèse elle se fait en parallèle avec la dégradation des protéines. Ce sont des mécanismes qui se passent en parallèle, c'est-à-dire on a constamment synthèse protéique accompagnée de dégradation des protéines. Alors la dégradation des protéines ou protéolyse, donc ça injecte des acides aminés dans le pool. Et bien sûr, ces acides aminés, ils vont être utilisés par l'organisme, soit donc si l'organisme a besoin d'énergie, donc ils vont être oxydés, et donc ils vont donner des déchets qui sont le CO2 et l'urée. Soit ils vont donc participer à des fonctions de transformation donc, de certaines protéines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc toujours un renouvellement protéique au sein de notre organisme, c'est-à-dire la synthèse, elle est accompagnée donc de dégradation de protéines et c'est un cycle qui est donc physiologique. Alors, le bilan protéique, il est déterminé par la synthèse et la protéolyse. Alors, la synthèse protéique, elle se fait à partir d'un pool donc d'acides aminés libres de très petite taille, environ 70 grammes. Lui-même compartimenté en deux pôles extracellulaires et intracellulaires, et donc le pôle intracellulaire, c'est celui qui est le plus important, 95%, et étant donc le véritable précurseur de la synthèse, c'est-à-dire que les acides aminés d'origine intracellulaire sont les précurseurs de la synthèse. La protéolyse ou dégradation protéique, il libère des acides aminés dans le pool. Les deux phénomènes de synthèse protéique et de protéolyse sont simultanés et constituent le renouvellement protéique. La dégradation irréversible des acides aminés correspond à l'oxydation des acides aminés et donc la production d'azote et de CO2 et donc de l'énergie.
Les apports protéiques compensent les pertes d'acides aminés et la différence entre apport et perte constitue le bilan protéique ou bilan azoté. Donc, le bilan protéique positif, donc, il indique que le taux de protéines au niveau d'un organisme est physiologique et donc que les protéines constituent une bonne part des constituants de l'organisme. Donc le bilan protéique positif est très souhaitable chez les enfants en phase de croissance. Donc, c'est-à-dire que en phase de croissance, c'est-à-dire que les enfants donc d'avant 20 ans, ils doivent manger beaucoup de protéines pour favoriser une bonne croissance. Les protéines sont renouvelées en permanence par des processus biochimiques qui consomment de l'énergie et qui associent synthèse et catabolisme protéique. Donc, le renouvellement protéique est modulé par de multiples facteurs nutritionnels et hormonaux et au cours de différentes situations pathologiques. C'est-à-dire que l'organisme, il s'adapte ou bien il adapte son renouvellement protéique en fonction donc de ses apports nutritionnels, en fonction de son fonctionnement hormonal et donc en fonction de son état physiologique ou pathologique, c'est-à-dire dans le cas physiologique, donc le renouvellement protéique donc favorise la construction de l'organisme et en cas pathologique donc il s'organise pour assurer la protection de l'organisme, donc la synthèse d'anticorps et etc. Alors, le maintien de la masse des protéines corporelles résulte de l'équilibre entre synthèse et catabolisme protéique, selon un rythme dépendant des apports alimentaires. Je m'explique, donc en cas de régime alimentaire, c'est-à-dire pour perte par exemple de poids, donc on favorise un apport alimentaire riche en protéines et donc c'est dans le but d'assurer une masse musculaire importante parce que ce sont les muscles qui donc fabriquent de l'énergie pour l'organisme. Alors, la régulation du métabolisme protéique par les hormones et les substrats énergétiques s'exerce soit sur la synthèse, soit sur le catabolisme, soit sur les deux pour promouvoir l'anabolisme ou le catabolisme protéique. Et ceci en fonction toujours des besoins de l'organisme. Les besoins en protéines doivent être assurés par un apport suffisant à la fois en azote et en acides aminés essentiels par l'ingestion de protéines d'origine animale et d'origine végétale. Donc, parce que notre corps, il est incapable de synthétiser tous les acides aminés nécessaires pour la synthèse protéique. Donc, une partie des acides aminés doit être apportée par l'alimentation et donc surtout par une alimentation riche en protéines animales. Alors, la variation du renouvellement protéique. Donc, le renouvellement protéique, il est variable selon donc, les organes, selon les tissus, etc. Les protéines sont différentes dans les structures et dans leur structure et leur fonction. Elles participent de façon très variable au renouvellement protéique global et ceci selon deux choses. L'importance quantitative de la protéine considérée, c'est-à-dire combien on a donc en quantité de protéines, et la rapidité du renouvellement protéique. Alors, ainsi, donc comme exemple, le renouvellement des protéines musculaires représente environ 20% du renouvellement protéique total, parce que les muscles du point de vue quantité, ils sont très très importants au niveau de notre corps. Donc, ils constituent
Donc, ils doivent être renouvelés avec une proportion assez importante. Celui du foie environ 10%. C'est-à-dire que la masse hépatique est très inférieure à la masse musculaire, mais ces protéines sont renouvelées rapidement. Beaucoup plus rapidement parce que ce sont donc des protéines qui sont considérées comme très très importantes pour le fonctionnement de notre organisme. Donc, ils doivent être synthétisés rapidement, malgré le fait que le foie, il représente donc du point de vue masse, donc très très inférieure à celle des muscles. Alors, les protéines de la peau et du tube digestif, donc on sait que de point de vue quantité, le tube digestif, il est donc très important, la peau aussi, donc il constitue environ 15% chacun. Il participe d'une manière très importante au renouvellement protéique. Et ceci du point de vue quantité et rapidité du renouvellement de la protéine. Alors, les variations du renouvellement protéique, donc en plus qu'il soit dépendant donc de la rapidité du renouvellement et de l'importance quantitative de la protéine, il varie en fonction aussi de l'âge, parce que plus on avance dans l'âge, plus la quantité de protéines elle diminue, de l'état nutritionnel aussi, de l'état pathologique. Donc, par exemple, le renouvellement protéique, il augmente dans le cas quand l'état est pathologique, c'est-à-dire que quand il y a une invasion par un microbe, donc il va y avoir une synthèse accrue d'anticorps pour préparer l'organisme à la défense contre donc, les germes qui l'ont envahi. Alors, la finalité du renouvellement protéique. Un renouvellement protéique relativement rapide permet une meilleure adaptation aux différentes circonstances nutritionnelles et physiopathologiques, c'est-à-dire que une rapidité dans la synthèse des enzymes du métabolisme, dans les enzymes digestives, dans les enzymes de transport, dans la synthèse d'anticorps. Donc, il est variable, le renouvellement protéique et donc il est très important, surtout dans certaines circonstances physiopathologiques. Il permet aussi l'élimination des protéines vieillies ne pouvant plus remplir leurs fonctions physiologiques de façon satisfaisante, c'est-à-dire qu'il va dégrader les protéines vieillies en acides aminés. Ces acides aminés, ils vont être incorporés dans la synthèse de nouvelles protéines qui sont donc plus importantes pour l'organisme. Il permet la reconnaissance immunitaire par la génération de peptides, surtout dans les conditions pathologiques. Donc, c'est le système de défense de notre organisme. Donc, notre système de défense, il va donc synthétiser des protéines pour réagir contre donc, les agressions qu'il peut subir.